La Croix. Radio J. Bonjour Ilan Greishammer. Bonjour, bonjour. Boker Tov, ce serait superflu de vous présenter, mais on va quand même vous présenter. Vous êtes politologue, vous êtes évidemment d'origine française, puisque vous avez fait votre allié en 1972, ça remonte quand même à un certain temps. Oui, et vous oui, êtes aussi éditorialiste sur Radio J, donc évidemment ma présentation est totalement superfétatoire. Et vous êtes aussi professeur à l'université Bar-Ilan ainsi qu'à l'université d'Ashkelon. Vous signez cette semaine une tribune très intéressante dans l'actualité juive, on va y revenir dans un instant. Mais tout d'abord, une question d'ordre générique. En ce vendredi matin, quel est le climat politique de la discussion publique en Israël, 10 jours après la visite sur le mont du Temple du ministre Itamar Ben-Gvir? Eh bien, d'abord, j'emploierai l'expression française « ça chauffe ». Ça chauffe toujours, ça chauffe toujours autant. Ça chauffe. Seulement, peut-être une correction. Ça ne chauffe plus sur la paire de Ben-Gvir montant sur Mont du Temple, parce qu'une des caractéristiques de l'actualité israélienne, c'est qu'il se passe tout le temps quelque chose, et donc les choses nouvelles poussent en arrière. Voilà. On peut dire, si on généralise la photo, c'est que l'accélération des rythmes politiques en Israël, c'est pas seulement les mandats qui sont de plus en plus courts, mais c'est aussi que l'actualité politique elle-même, semaine après semaine, défile de plus en plus vite, comme dans une sorte de film en accéléré. C'est cela ? Absolument, absolument. Il se passe toujours quelque chose de nouveau. Chaque matin au réveil, on entend des nouvelles importantes, et donc ce n'est plus l'histoire de Ben-Gvir. Évidemment, c'est ce que vous soulignez d'ailleurs à juste titre, cher Ilan Greishammer, dans votre tribune en vente, dans Actualité Juive depuis hier, c'est qu'effectivement la séquence Ben-Gvir, évidemment des gens comme vous la gardent en mémoire, mais elle n'est plus au cœur de la discussion publique. Ce qui est au cœur de la discussion publique, c'est le trauma autour de la Cour suprême. Voilà. D'une façon plus générale, parlons de la révolution juridique que le nouveau gouvernement veut faire, en particulier le ministre de la Justice, Yariv Levin, qui l'a annoncé en détail. Donc, ce n'est pas uniquement la question de la Cour suprême et de ce qu'elle deviendra. C'est aussi la question, par exemple, des conseillers juridiques, des ministères et d'un certain nombre de choses. Il s'agit d'une réforme, évidemment. Monsieur Yariv Levin y a pensé depuis des années. Tout est prêt. C'est un ensemble compact. Et, évidemment, la population israélienne se divise en deux. Ceux qui approuvent et ceux qui pensent que c'est une atteinte très profonde à la démocratie. Alors, on va y venir naturellement. On va analyser les tenants et les aboutissants des deux positions principales en présence. On va analyser aussi ce que ça représente pour vous, Ilan Greishammer, sur un plan plus idéologique, plus métapolitique, puisque c'est le mot qu'on emploie chez les politologues dans votre corporation. Mais avant, tout à fait. Avant quand même, restons sur la big picture, restons sur les généralités. Est-ce qu'il y a un lien politique, idéologique à faire, selon vous, Ilan Greishammer, entre la visite controversée du ministre de l'Intérieur au Mont du Temple il y a 10 jours et le projet controversé également, discuté également, de réforme juridique de l'État d'Israël et en particulier de la Cour suprême que nous venons d'évoquer? Je pense qu'il y a un lien indirect du fait que pendant des années, l'orientation de la Cour suprême israélienne a été, pour faire simple, une orientation libérale. Ça veut dire quoi? Alors justement, ça veut dire quoi, une orientation libérale? Ça veut dire d'abord et surtout de défense des droits de l'homme, qu'il s'agisse de la majorité, de la minorité, des ultra-orthodoxes ou des arabes, etc. Et la ligne directrice, si on veut, des très nombreux arrêts de la Cour suprême israélienne, était dans le sens de dire l'État n'a pas tous les droits, l'État ne peut pas faire ce qui lui passe par la tête au gré de telle ou telle majorité parlementaire, et notre travail en tant que juge de la Cour suprême est de défendre les droits des citoyens. Alors pourquoi c'est lié à ce qui se passe dans les territoires? Parce que
notamment beaucoup de demandes de Palestiniens ont été acceptées et ont été jugées par la Cour suprême. Et par conséquent, il y a un lien entre la politique, disons, de quelqu'un d'extrême droite comme Ben Gvir et le fait que le nouveau gouvernement souhaiterait rogner les ailes, disons, de la Cour suprême et empêcher la Cour suprême d'aller à l'encontre de décisions prises par le Parlement ou le gouvernement. On va être très simple justement pour expliquer un peu les tenants et les aboutissants de cette réforme juridique large voulue par le gouvernement et mise en musique par Monsieur Levin, hein, vous venez d'y faire allusion. Est-ce qu'il s'agit d'empêcher la Cour suprême, cette espèce d'empêcheur de transgresser en rond, hein, dans la démocratie israélienne, oui, de l'empêcher d'avoir le dernier mot en quelque sorte? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça, Ilan? Je dirais que pas seulement. D'accord. Il s'agit d'un plan, évidemment, vous savez, quelquefois on veut faire une réforme et il y a une loi qui réforme quelque chose. Mais là, il ne s'agit pas d'une loi ou d'une réforme, il s'agit d'un ensemble, disons, d'une dizaine de mesures qui vont toutes dans le même sens. Vous pouvez nous rappeler les principales mesures en question, Ilan Grenzhammer? Écoutez, la principale mesure, celle dont on parle depuis des années, et dont la droite, qui est aujourd'hui majoritaire, se fait en quelque sorte promoteur, c'est cette histoire selon laquelle la Cour suprême ne pourrait en fait plus invalider une loi du Parlement sous prétexte que cette loi est anticonstitutionnelle. Absolument. Si. C'est-à-dire, pour être clair, hein, une loi qui se veut l'émanation de la volonté populaire, mais qui irait à l'encontre du respect d'un certain nombre de principes humanistes, voilà, humanistes et démocratiques, sur lesquels est fondée la République israélienne, eh bien, une telle loi ne pourrait plus être invalidée comme elle l'a été par l'institution longtemps dirigée par Aaron Barak. C'est ça que vous voulez dire? Voilà. Pour être plus précis, disons, une loi est adoptée qui prend des mesures, disons, discriminatoires, par exemple, qui va à l'encontre des lois fondamentales d'Israël. La Cour suprême se réunit, invalide cette loi, dit cette loi n'entre pas dans le livre des lois d'Israël. Eh bien, le Parlement peut reprendre les choses et avec une majorité de 61 députés sur 120, c'est-à-dire une majorité simple. Actuellement, il faut rappeler qu'il y a 64 députés dans la coalition. Avec 61, ça suffit. On dit à la Cour suprême, eh bien non, on passe outre l'arrêt de la Cour suprême et on valide la loi qui a été invalidée. Alors, c'est une réforme juridique, vous avez raison, en profondeur, très importante, aux impacts importants, mais est-ce que la gauche, dont vous êtes aussi un représentant, ne se trompe pas en faisant une sorte de procès d'intention à ceux qui conduisent cette réforme, et notamment, bien sûr, au premier d'entre eux, au Premier ministre, Benyamin Netanyahou? Est-ce qu'il y a vraiment la volonté de faire passer des lois liberticides et ou contraires aux droits de l'homme? Écoutez, ça c'est une question, je ne sais pas s'il y aura des lois liberticides. Voilà, c'est pas sûr, c'est pas sûr ça. Pour parler du fond de l'affaire, je pense qu'on peut accepter une telle réforme à condition que la majorité demandée pour ramener la loi et la valider soit une majorité, par exemple, de 70 députés ou quelque chose comme ça. En tout cas, qu'on prenne aussi bien des gens de la majorité que des gens de l'opposition. Or, la critique que vous émettez sur ce point, Ilan, c'est que pour l'instant, ça n'est pas le cas. C'est pas représentatif de la diversité de l'arc idéologique israélien. Exactement. Et je pense que si, par exemple, M. Netanyahou était intervenu et avait dit à M. Levin et au reste du gouvernement, écoutez, on ne peut pas avec 61, parce que 61... c'est juste la majorité qui veut valider une loi, mais on va fixer même 65 ou 70 députés, c'est-à-dire qu'il y ait un consensus quand même assez large pour valider une loi qui a été invalidée. Or, 61 députés, c'est trop peu, c'est donner les clés de la maison
à la majorité du moment, qui peut d'ailleurs demain être une majorité contraire. Ilan Greysheimer, on comprend mieux les tenants et les aboutissants de cette réforme juridique. Alors ma question sera aussi très simple. On se souvient, et vous vous en souvenez mieux que quiconque, puisque vous êtes politologue, que Binyamin Netanyahou, il y a quelques années, avait cajolé ceux qu'on appelle en Europe, avec Viktor Orban notamment, le président de la Hongrie, les grands représentants du courant illibéral, non libéral, si on veut, anti-libéral. Est-ce qu'il y a un lien, d'après vous, entre cette préférence pour l'illibéralisme manifestée par le Premier ministre dans le passé, les alliances que l'État d'Israël, sous sa houlette, a faites avec la Pologne, avec la Hongrie, avec les pays baltes, et cette réforme constitutionnelle et juridique qui semble donner, en quelque sorte, une sorte de préférence aux solutions populistes et illibérales? Personnellement, je pense que ce n'est pas lié. D'accord. Parce que la personnalité de M. Netanyahou, nous le savons, est une personnalité complexe. Et composite, vous voulez dire il fait du en même temps, il fait du en même temps, il fait du en même temps à sa manière? Non, c'est pas ça, c'est que, bon, si vous parlez de Viktor Orban, ou si vous parlez de Duda en Pologne, on sait que ce sont des gens, disons, avec des idées anti-libérales et antidémocratiques, bon, depuis longue date. Antidémocratique, Ilan, justement, non mais soyons précis, antidémocratique ou simplement en ayant marre qu'il y ait des juridictions supranationales qui fassent la loi au-dessus de la tête des peuples et qui veulent rendre à leurs peuples respectifs leur souveraineté et donc l'expression de leur volonté populaire. Oui, mais de toute façon, ce sont des gens qui ont toujours eu ces positions. Or, dans le cas de Netanyahou, c'est différent parce qu'il y a un certain nombre d'années, Netanyahou, comme évidemment Menachem Begin, le chef du parti dont il est aujourd'hui le chef, Menachem Begin ou Netanyahou étaient des défenseurs du droit, étaient des défenseurs des juges. Il y a des enregistrements Alors, qu'est-ce qui fait que Bibi a évolué sur cette question, d'après vous, Ilan? Alors, c'est là que les théories sont très diverses, mais il semblerait que sa mise en accusation pour corruption par Mandelblit, il y a donc déjà maintenant, un an? Le procureur Avishai Mandelblit. Voilà, le procureur de l'État qui l'a mis en accusation. Il semblerait que ça lui ait donné une décharge électrique contre le système judiciaire, contre les juges, et on a vu quelque chose, les observateurs ont vu un Netanyahou changer dans la direction de ces lois je ne pense pas que le Netanyahou d'il y a 10 ans, par exemple, aurait donné son aval aux lois que le présent gouvernement essaye d'avancer. Alors c'est très intéressant. Il y a eu un changement chez lui. Donc ce n'est pas la même chose qu'Orban ou Duda en Pologne. Chez lui, il y a eu un réel changement de la position traditionnelle, disons, de Begin. Il y a des juges à Jérusalem, il faut les respecter, etc. à cette position d'aujourd'hui qui est très restrictive à l'égard du pouvoir judiciaire. Alors, son ami, vous savez, l'écrivain américain, défenseur d'Israël, courageux d'ailleurs, Alan Dershowitz, semble s'inquiéter également. Il a l'air de dire qu'avec l'adoption de cette loi, et notamment de ce dont vous venez de nous parler, disons l'un des points de cette réforme juridique, dont vous venez à l'instant de nous brosser le portrait détaillé, il y aurait un risque sur les libertés publiques et les libertés civiles en Israël. Vous partagez, vous, le point de vue de Dershowitz ? Oui, je partage le point de vue de Dershowitz, et je vais vous dire, pour prendre mon exemple, je suis sioniste et patriote et j'ai toujours défendu Israël, et une des phrases que j'ai le plus dites dans mes conférences à l'étranger, c'est « Israël est la seule démocratie du Moyen-Orient ». Eh bien, je vais avoir du mal à répéter cette phrase à l'avenir si ces lois sont adoptées, parce que ce ne sont pas des lois qui confortent la démocratie en Israël. Mais c'est quoi, justement, la démocratie pour vous, c'est quoi? C'est, comme on le dit souvent... Attendez, Ilan, comme on le dit souvent chez les défenseurs.
de cette réforme juridique? Est-ce que c'est l'expression, la transposition de la volonté populaire, ou est-ce que c'est aussi autre chose? Je dirais deux choses là-dessus. Je pense qu'un des éléments fondamentaux du régime démocratique, ce sont les garde-fous. Ce sont les garde-fous qui empêchent la majorité du moment. N'oublions pas qu'il y avait un gouvernement complètement différent dans l'année précédente en Israël avec Yair Lapid. Donc, ce sont des garde-fous, qu'il s'agisse du procureur général de l'État, qu'il s'agisse des conseillers juridiques des ministères, qu'il s'agisse de la Cour suprême ou du système des juges en général, qui empêchent la majorité du moment de faire n'importe quoi. Pas d'agir ou de gouverner, mais de faire n'importe quoi. Et alors ça, justement, vous avez fondamental du régime du régime démocratique. Et vous avez le sentiment, donc Ilan Gralsheimer, que à l'heure actuelle, avec ce projet de réforme juridique et constitutionnelle présenté par Lévin, il y a un risque que ces garde-fous soient contournés, voire définitivement annulés, c'est cela? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a des gens qui vont définir le régime démocratique par d'autres critères. Tout à fait. Mais en ce qui me concerne et de ce que j'enseigne dans le régime démocratique aux étudiants, cette question des garde-fous, des gardiens en quelque sorte du temple démocratique, est une question qui me paraît très importante. Alors, je sais que vous êtes aussi évidemment un historien émérite, et notamment bien sûr de l'histoire de la France et de l'histoire de l'Europe plus largement. Ce débat, au fond, il a déjà eu lieu, vous le savez bien, au XXe siècle, et notamment dans l'Allemagne démocratique, l'Allemagne de Weimar, l'Allemagne des années 20. Et il y avait au fond l'opposition de deux conceptions juridiques de l'État démocratique. La conception qui était incarnée par le Gralsheimer de l'époque, si on veut, qui était Hans Kelsen, le juriste Hans Kelsen, et face à lui, ceux qui deviendront d'ailleurs des soutiens du Troisième Reich, mais qui ne l'étaient pas forcément au début, et notamment, bien sûr, le grand philosophe Carl Schmitt. Est-ce que c'est pas un peu une réédition, au fond, en un mode atténué, mais de cette confrontation de deux idées d'une démocratie vivante? Alors, on peut dire cela, sauf que en Israël, le débat n'est malheureusement pas de ce niveau, de l'ordre intellectuel et théorique. Sauf chez des professeurs, sauf chez les professeurs de droit et de sciences politiques comme vous. Bon, écoutez, il faut dire la vérité, c'est que l'ensemble, je ne dis même pas la grande majorité, mais l'ensemble des départements de droit d'Israël s'élèvent contre cette réforme. Il y a eu un manifeste des départements de droit qui sont très prestigieux, qu'il s'agisse de l'université hébraïque, de Tel Aviv, de Bar-Ilan ou d'autres, qui ont dit nous n'acceptons pas cette réforme. Mais ça c'est du au débat théorique. Ça c'est du gauchisme pavlovien, ou c'est quelque chose de plus pensé, de plus profond dans la réaction? Non, il est certain, pour dire vrai, que les universités israéliennes, d'une façon générale, comme les intellectuels, les artistes, les écrivains comme Amos Oz, David Grossman ou Aleph Bet Yoshua, sont à gauche. Voilà, c'est pour ça que je vous pose cette question, Ilan Gralsheimer, parce qu'il y a toujours le soupçon, si vous voulez, qu'il y aurait une forme de partialité politique de la part d'un certain nombre d'opposants, d'adversaires de la réforme. Oui, mais il faut remarquer que, citons deux personnalités. Vous avez cité le professeur Dershowitz d'Harvard, d'un côté qui n'est pas de gauche, disons-le clairement, et qui a toujours soutenu Netanyahou. Et d'un autre côté, en Israël, nous avons un professeur qui représente, d'une certaine façon, les idées de droite, qui est un grand professeur de droit, qui s'appelle Daniel Friedman, qui est d'ailleurs prix d'Israël de droit. Et ces deux personnes, bien que n'étant pas à soupçonner d'être de gauche, ont été très critiques de cette réforme juridique. Donc, ça va au-delà d'une histoire gauche-droite en Israël. La question, encore une fois, est celle des garde-fous. Or, il y a beaucoup de gens de droite qui pensent que c'est important qu'il y ait des garde-fous indépendants dans le régime démocratique. Et ça, je suis sûr que en France, dans les milieux de droite libérale, il y a des gens qui seraient d'accord avec la gauche sur cette importance de préserver les garde-fous de la démocratie.
Alors, cher Ilan, c'est une émission passionnante. Il nous reste 2 minutes. En 2 minutes, est-ce que vous pouvez brosser le tableau des autres défis de la semaine à venir, c'est-à-dire sur quoi va porter la discussion, les polémiques en Israël, puisqu'elles sont quasiment quotidiennes? Non, je pense que cette question de la réforme juridique intégrale voulue par le ministre de la Justice et le gouvernement va occuper le terrain beaucoup plus longtemps que la montée de Ben Gvir sur le mont du Temple. Je pense que c'est la question centrale. Or, sont prévues de grandes manifestations Absolument. de l'opposition contre cette réforme. Absolument. C'est pour ça que j'ai commencé notre entretien en disant ça va chauffer, parce qu'on va voir la façon dont la police, qui est sous l'autorité de Ben Gvir, va traiter les manifestations et les manifestants. Alors, objection ça, simplement. C'est une grande question. Bon, objection simplement pour finir, Ilan, est-ce que ces manifestations seront aussi suivies et accompagnées que l'espèrent leurs organisateurs? Bien, ça, je ne sais pas. Ça dépend d'abord de combien de personnes décideront de se déplacer un samedi soir plutôt que de rester devant leur télé. Voilà. Décideront de se déplacer et de manifester. On a entendu aussi bien Eisenkot du camp de Gantz que d'autres parler de la manifestation du million qui va venir, de millions d'Israéliens. On en est encore très loin. Très loin, voilà, c'est ça. De ce million. Absolument. Mais il est possible qu'avec ces lois, avec ces réformes, la protestation s'intensifie et que le nombre des manifestants soit plus important. C'est tout ce que l'opposition peut faire pour l'instant, c'est manifester et essayer d'expliquer au reste de la population pourquoi ces réformes sont graves. Alors, merci beaucoup, cher Ilan Greisamer, c'était passionnant. On vous souhaite un très bon vendredi, un très bon Shabbat, ainsi qu'à tous nos auditeurs. Et évidemment, on vous retrouve aussi lundi après-midi au micro de Steve Nadjar. On vous souhaite, en attendant, un très bon Shabbat, un très bon week-end. Merci à vous, cher Ilan. Merci.